Avec la pandémie, l'évolution des technologies, des sociétés, nous pouvons dire que le monde a changé et par conséquent, le rapport au travail a changé. Ce qui n'a pas changé par contre est le fait que nos ressources humaines et par extension notre main-d'œuvre et notre savoir-faire local restent nos atouts les plus précieux. Il nous faut donc mettre en place les conditions nécessaires pour les préserver. En lisant le Amendment Bill, je concède que le gouvernement veuille apporter des changements positifs, mais mon discours se concentrera aujourd'hui sur les points à améliorer, puisqu'il s'agit ici de la sécurité tant physique que psychologique des travailleurs de notre pays. La section 3 du projet de loi que nous avons devant nous vient modifier la section 2 de la loi actuelle à travers de nouvelles définitions. Je regrette que n'y figurent pas les hazardous works. On parle de la sécurité au travail et le gouvernement avait là l'occasion de protéger davantage les employés. En venant définir les hazardous works et en venant préciser qu'il s'agit de tâches nécessitant des formations spécifiques, la pratique d'employer des travailleurs journaliers pour faire des travaux dangereux, pour manipuler les matériaux dangereux, aurait enfin cessé. À la CWA, par exemple, ce sont les casual workers, les travailleurs occasionnels, qui sont employés par les sous-contracteurs pour faire la maintenance des water pipes qui contiennent de l'amiante. Ce n'est pas acceptable. Le rapport John Allison sur l'amiante le dit d'ailleurs très bien. Pour manipuler l'amiante, il faut des personnes qui ont la formation requise pour cela. Il y a actuellement environ 834 tuyaux qui contiennent de l'amiante et qui datent d'avant 1960. Le hazardous work aurait dû donc être défini dans la section 2 de la loi actuelle comme un travail nécessitant une formation spécifique. Par ailleurs, je pense qu'il faut soulever aussi que les deux seules fois où le mot hazardous est mentionné, c'est dans le third schedule et le 26th schedule et concerne les formulaires à remplir pour ceux qui veulent construire une usine et l'enregistrer. Aucune mention est faite du mot hazardous dans l'actuel projet de loi, mais on demande à ceux qui remplissent des formulaires de nommer des hazardous substances, ce qui n'est donc pas logique et je pense qu'il y a un manquement à ce niveau également. Toujours dans cette même section, je ne vois rien concernant les conditions climatiques pouvant mettre à mal la sécurité des employés. Le gouvernement parle souvent de l'économie bleue, mais est-ce que ce n'était pas là l'occasion de mieux protéger également les employés travaillant en mer, surtout face à l'impératif du changement climatique? La loi ne reconnaît que la classe 3 en temps cyclonique. Les employés sont donc souvent obligés d'aller en mer malgré les conditions difficiles, mettant ainsi leur vie en danger, souvent parce que ce n'est pas classe 3. On se souvient encore très bien du triste événement du Sir Gaëtan qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Je renouvelle mes sympathies à leur famille. Cet événement n'aurait jamais dû avoir lieu et il faut absolument empêcher que cela ne se renouvelle en venant donc définir les conditions climatiques dans lesquelles un travailleur peut aller en mer en toute sécurité. Mais plus généralement, avec le réchauffement climatique, les événements aussi tels que les flash floods deviendront de plus en plus fréquents. Donc c'est pour cette raison également que des dispositions doivent être prises dans cette section concernant les conditions climatiques qui peuvent mettre en péril la vie des employés. Toujours dans cette même section, donc la section 3 du projet de loi qui vient modifier la section 2 de la loi actuelle, je ne vois nulle part la définition pouvant prendre en considération les aspects psychosociaux reliés au travail. Avec la pandémie, le bien-être mental au travail a été propulsé en avant. Le projet de loi a pour ambition d'ailleurs de se conformer aux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Et on sait que ce projet de loi arrive aujourd'hui, comme l'a dit le ministre, parce que les conventions 155 et 187 deviendront des Fundamental Conventions cette année. Mais il aurait fallu voir bien plus loin que cela. Les risk assessments mentionnés par le ministre de l'Organisation internationale du travail incluent les risques
psychosociaux qui peuvent être déterminés par plusieurs critères, y compris par les conditions de travail, et ils auraient dû donc être pris en considération dans ce projet de loi. Sur le site internet de l'Organisation internationale du travail, on peut lire, je cite, « In Europe, where regional figures are available, stress is the second most frequently reported work-related health problem. 50 to 60% of all lost working days are attributed to work-related stress, and the number of people suffering from stress-related conditions caused or made worse by work is likely to increase. This represents a huge cost in terms of both human distress and impaired economic performance. » Est-ce que des études ont été faites ici sur les risques psychosociaux et le stress relié au travail? Est-ce que nous avons des données dessus? Si oui, ces données ont-elles été analysées? Définitivement, je ne pense pas que ce travail ait été fait, sinon les retombées auraient été connues et on aurait vite constaté l'ampleur du problème. C'est d'autant plus regrettable que le problème reste donc anecdotique, alors qu'avec des données et des analyses, cela aurait pu avoir un impact sur les public policies. Par exemple, quel est l'impact du work from home sur la santé mentale? Quel est l'impact de la surveillance électronique sur la santé mentale des travailleurs? Il n'existe d'ailleurs pas de loi actuellement pour régir cela. Concernant le data, oui, mais pas concernant l'utilisation de ces caméras. Il y a eu des comités disciplinaires, par exemple, où la charge était basée sur le footage de spy cameras, où on entend ce que dit la personne. Mais comment savoir si c'était bien l'enregistrement original? Cette pratique va à l'encontre de l'article 11 de la Charte internationale des droits humains. Et les employés travaillent donc avec la peur au ventre. Si je dois donner un autre exemple des risques psychosociaux reliés au travail, les transferts, par exemple. Si une complainte est faite par l'employé contre l'employeur, ce dernier peut le transférer de manière punitive sur un autre site. Est-ce que l'impact psychosocial, psychologique est pris en compte? Non. Ce projet de loi, j'insiste, aurait dû prendre en compte les risques psychosociaux reliés au travail. Plusieurs lettres, d'ailleurs, ont été envoyées par les syndicats pour demander cela, et malheureusement, ce projet de loi fait totalement l'impasse dessus. Et aussi, en lisant les débats sur le projet de loi OSHA en 2005, j'ai pu voir que des mesures avaient été prises pour des industrial psychologists dans le budget de l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait aucun industrial psychologist au sein du ministère, selon mes informations. Nous demandons donc à ce que les amendements soient apportés pour que ce soit le cas et pour que ce projet de loi inclue les risques psychosociaux liés au travail. Ce serait un premier pas vers un changement plus profond. En parlant de changement profond, j'arrive à la section 10 du projet de loi, qui est un exemple de changement que j'appellerais cosmétique. On voit la création d'un National Occupational Safety and Health Department pour s'aligner donc sur la Convention 187 de l'Organisation internationale du travail. Un changement cosmétique, pourquoi? Parce que l'Organisation internationale du travail demande à ce qu'il y ait un independent body. Mais ce qui est prévu dans ce projet de loi, à travers ce département, est tout sauf indépendant, puisqu'il tombera sous la responsabilité du ministère. Le ministre est en train de simplement donner un nom à la section du ministère qui s'occupait de la santé et de la sécurité au travail en lui attribuant celui de National Occupational Safety and Health Department. Mais en réalité, les fonctionnaires, par exemple, ne pourront pas poursuivre l'État pour violation de leurs droits en ce qui concerne leur santé et leur sécurité au travail. De manière générale, nous parlons également de plus de 500 000 travailleurs, donc nous insistons sur le fait que ce département aurait dû être un independent body. Aussi, en ce qu'il s'agit de la section actuelle du ministère s'occupant de la sécurité et de la santé au travail, il n'y a aucune structure, d'une part, pour recevoir et d'autre part, pour entretenir les complaintes des travailleurs et des syndicats. Actuellement, le Occupational Health and Safety Inspectorate n'a aucune obligation de faire avancer, de entertain les complaintes. Il n'a qu'une obligation d'inspection,
Donc les droits à la santé et à la sécurité des employés au travail sont forcément mis à mal. Ils ne sont même pas dans l'obligation d'envoyer une lettre pour accuser réception d'une complainte, par exemple. Et il semble malheureusement que rien ne change à ce niveau sous les amendements, puisque dans les fonctions du département, on peut lire promoting, cooperating, advising, sensitize, publish, mais ce n'est toujours pas une enforcing authority. Le ministre, ce serait intéressant que le ministre d'ailleurs vienne nous donner les chiffres concernant les accidents, combien d'accidents il y a eu, mais surtout combien de compagnies ont été convicted. Je pense que ce chiffre-là en dira déjà long. Par ailleurs, toujours en ce qui concerne la structure de ce département, les travailleurs étrangers, par exemple, ne peuvent venir faire une complainte, puisque personne au ministère ne comprendra leur langue. On parle de sécurité au travail, mais qui va pouvoir les écouter? Il y a quelque temps, dans une usine, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui comprend de nombreux travailleurs étrangers, l'un d'eux était souffrant et demandait à se rendre à l'hôpital pendant une semaine. Lorsqu'il y est allé au bout d'une semaine, il est malheureusement décédé. Le syndicat a souhaité mettre un cas en cours pour poursuivre le ministère et ça leur a pris 2 mois pour avoir un traducteur avec la Cour suprême. Le ministère aurait dû avoir une liste de traducteurs à disposition au sein de ce nouveau département. Et comme nous parlons de la sécurité des travailleurs étrangers au travail, nous savons que les safety classes sont obligatoires sous la loi actuelle. Mais ce projet de loi aurait dû amender la loi pour inclure l'obligation que ces cours soient délivrés dans la langue maternelle des travailleurs étrangers pour s'assurer que ce soit bien compris. Cette obligation figure dans le guide des travailleurs étrangers fourni par le ministère, mais il n'a pas de valeur légale et au final, il ne fixe aucune pénalité. Les safety classes must be the priority of any preventive policy. Mais si ce n'est pas fait dans la langue des destinataires, ça ne servira à rien puisqu'on ne pourra pas s'assurer que ce soit bien compris. D'où encore une fois la nécessité que le ministère du Travail ait une liste de traducteurs à disposition. C'était l'occasion donc de mettre en place une meilleure structure incluant une réelle efficacité de ce département et une meilleure écoute des travailleurs, incluant les travailleurs étrangers. D'autant plus que ce gouvernement semble persister dans sa politique d'importation de travailleurs étrangers, puisqu'un accord vient d'être signé avec le Népal. Mais le ministre peut-il nous dire s'il y a actuellement quelqu'un au sein du National Health and Safety Department qui parle le népalais? À la section 12, j'arrive à la section 12 qui vient amender la section 30 de l'actuelle loi et qui encadre l'emploi des Safety and Health Officers. Cette section n'amende pas, malheureusement, la sous-section 8 qui prévoit que, je cite, « Every safety and health officer employed on a part-time basis shall work for each employer not less than 8 hours per week. » Or, dans la pratique, nous savons qu'il y a des employeurs qui font les Safety and Health Officers travailler sur plusieurs sites pour plusieurs bargaining units, ce qui est au détriment des travailleurs eux-mêmes, forcément, qui ne sont pas protégés comme il le faudrait et qui n'ont pas l'attention qu'il faudrait. Les Safety and Health Officers, sans ces changements, pourront donc toujours travailler pour 5 compagnies différentes, même si une compagnie leur donne la responsabilité de 10 sites de travail. Cela comptera toujours comme 8 heures de travail pour une seule compagnie. Il aurait fallu définir un nombre maximum de sites sur lesquels les Health and Safety Officers peuvent travailler. Toujours en ce qui s'agit de l'encadrement de l'emploi des Health and Safety Officers, à la section 12, j'aimerais suggérer que pour que ces derniers puissent travailler en toute tranquillité et surtout en toute indépendance, il aurait fallu l'accord du syndicat ou d'une majorité des travailleurs quand il n'y a pas de syndicat pour résilier le contrat d'un Health and Safety Officer ou d'un Occupational Health Physician.
c'est la seule façon de s'assurer qu'ils puissent travailler en toute indépendance, sans peur de représailles s'ils dénoncent les manquements de l'employeur. Par ailleurs, au-dessus des Health and Safety Officers, dans la pratique, on sait qu'il y a les Health and Safety Managers qui ne sont nullement réglementés par la loi. Encore une fois, je pense que c'était ici l'occasion de le faire. Donc ici, nous demandons à ce que la section 12 soit amendée pour définir un nombre maximum de sites sur lesquels un Safety and Health Officer peut travailler, que l'accord du syndicat ou de la majorité des employés soit nécessaire pour révoquer un Safety and Health Officer ou un Occupational Health Physician, et que le statut de Health and Safety Manager soit réglementé. J'en arrive à la section 15 du bill, mon avant-dernier point, qui vient amender la section 39 de la loi actuelle qui concerne les Sanitary Conveniences. Je note sous la section A de la section 1, je cite, « In any building where work is carried out, suitable and sufficient sanitary conveniences shall be provided for any employee. » Ce que je vais dire là va sûrement faire rigoler quelques-uns, mais est un sujet très sérieux. J'aimerais rappeler qu'en avril de cette année même, le département de procurement du ministère de la Santé avait notifié les fonctionnaires qu'ils doivent acheter leur propre papier toilette et que cette commodité, pourtant essentielle, ne serait plus fournie. Une décision prise dans l'optique de réduire les coûts encourus par le ministère. Heureusement, le ministère a vite fait marche arrière face à la levée de boucliers, mais la preuve est là. Le gouvernement lui-même n'a pas fourni le Suitable and Sufficient Sanitary Conveniences comme le veut la loi. Donc peut-être qu'il faudrait préciser que le papier toilette, je dis bien papier toilette, pas de papier, doit être fourni sur le lieu de travail. Et lorsqu'on parle de la santé au travail, je pense qu'en 2022, si on veut créer des conditions favorables à l'épanouissement des femmes sur le plan professionnel, les serviettes hygiéniques également devraient être fournies sur le lieu de travail. Et ici, je tiens à préciser que ce projet de loi nous amène à parler des femmes qui ont un travail, mais la précarité menstruelle touche les plus démunis avant tout, ne l'oublions pas. La Convention 190 sur le Gender-Based Violence at Work de l'Organisation internationale du travail a été ratifiée par Maurice depuis juillet 2021. Le gouvernement... avant ça, je dois rappeler, la Convention 190, elle dit quoi? Elle demande au gouvernement de mettre en place les lois et les mesures nécessaires pour prévenir la violence au travail basée sur le genre. Le gouvernement a donc doublement l'obligation d'inclure de telles dispositions dans la loi et d'obliger les compagnies à procurer les serviettes hygiéniques pour les femmes afin de prévenir la violence au travail basée sur le genre. Mais je suis certainement trop naïve de croire que le gouvernement respectera cette convention en apportant un tel amendement quand il n'a lui-même pas respecté sa propre loi en ne fournissant plus de papier toilette aux fonctionnaires pendant un certain moment. Le gouvernement est pourtant supposé donner le bon exemple. Et en parlant de donner le bon exemple, et toujours en ce qui concerne la sécurité au travail, je souhaiterais rappeler rapidement qu'en novembre 2022, 715 bâtiments dont le gouvernement est lui-même propriétaire ne bénéficiaient pas de Fire Certificate. Pareil pour les scavengers qui ne sont pas équipés comme il faut pour faire leur travail. Nous sommes champions dans la signature des conventions internationales en tout genre, mais dans la pratique, malheureusement, ce gouvernement est aussi champion dans la violation de ces mêmes conventions. Monsieur le Président, je voudrais conclure en disant que ce projet de loi, dans un contexte social, politique et économique qui est en mutation, n'aborde pas les points qui sont cruciaux pour les employés dans la pratique. À l'heure où l'on parle de booster la productivité, où l'on parle de remettre l'homme au centre des préoccupations, ce projet de loi si important devrait prendre en considération les amendements cités. Je vous remercie.